Mon attrait pour la mer a commencé très tôt parce que j'ai un grand-père qui était pêcheur à Doulan. Et j'avais un oncle en plus d'origine russe qui était lui plongeur professionnel et photographe. Mon oncle avait toujours des histoires de trésors, de pieuvres géantes, de choses comme ça, donc tout ce qui peut faire fantasmer un peu un enfant. Donc j'ai eu cet attrait pour la mer très tôt, puis mon père était parti en déplacement, il travaillait par Air France, c'était mécano avion, il était parti en déplacement aux Antilles. Donc là-bas, lui, il avait découvert la chasse sous-marine, et quand il est revenu, il m'a inculqué un petit peu cette passion de la mer, enfin du monde sous-marin. Mais moi, je n'étais pas chasseur sous-marin. Moi, ce qui m'intéressait, c'était l'aventure, la découverte un petit peu de ce monde inconnu. Après, bon, étant enfant à l'école, on a eu Cousteau, tous ces films qui nous ont fait rêver. Et à un moment, j'ai passé le cap. Mon père m'a acheté un masque, des petites palmes, un tuba. Et là, j'ai pu vraiment m'aventurer dans 2 mètres d'eau et vraiment découvrir un petit peu ce monde sous-marin, ce monde du silence cher à Cousteau et qui me fait toujours rêver. J'ai découvert la plongée bouteille très jeune, hein. Je devais avoir 14-15 ans, quand mon oncle Dimitri m'a fait un petit baptême de plongée dans 2-3 mètres d'eau. C'est absolument fabuleux. Et puis j'ai eu une coupure. J'ai laissé de côté un petit peu le monde de la mer et je suis revenu à l'aventure sous-marine à l'âge de 27 ans. Là, j'avais un besoin d'activité physique, puis un besoin de découverte, un besoin d'aventure que je ne trouvais pas dans le cadre d'autres activités sportives. Je me suis inscrit à un club de plongée, j'ai passé 2-3 petits diplômes. En 1995, j'ai créé l'expédition Silias. C'est une association bretonne qui regroupe des passionnés d'histoire maritime contemporaine. Donc il y a des plongeurs, des vidéastes, des photographes, des écrivains aussi, des historiens. Donc c'est assez varié, ce qui nous permet depuis 1995 de promouvoir un petit peu le patrimoine immergé constitué par les épaves contemporaines. Et ce que j'aime, c'est véhiculer le rêve, faire partager une passion, alors passion de l'histoire maritime, puis passion quand même de la découverte sous-marine, hein, parce que bon, ces épaves, les épaves font rêver, elles interpellent quand même, parce qu'une épave, souvent c'est un drame de la mer, il y a des gens qui ont souffert. Et puis c'est l'histoire de l'industrie, l'architecture maritime, l'aventure humaine. Donc quand on voit une épave de sous-marin ou quelle qu'elle soit, c'est comme une passerelle temporelle. Donc quand on parle d'un naufrage comme ça, un drame de la mer, de la guerre, c'est très très virtuel. Quand on voit le sous-marin, l'épave du sous-marin, on sait qu'il y a une 50aine de sous-mariniers à l'intérieur qui sommeillent pour l'éternité. Là, on touche vraiment on voit vraiment ce que c'est la guerre, on voit une sépulture, on n'est plus dans le virtuel, on touche vraiment l'histoire. La plongée, la découverte sous-marine et puis les émotions ressenties, les émotions qu'on ressent au fond de la mer, comme ça, on les emmène avec soi quand on est sur l'ordinateur, quand on fait les recherches historiques, quand on écrit aussi, parce que l'écriture c'est le partage avant tout. J'ai toujours lu, hein, j'étais tout petit, moi j'étais bercé après par les lectures comme de James Oliver Curwood, Jack London, donc toutes ces histoires de chasse, Jim Corbett, tous ces grands chasseurs, ces grands aventuriers. Et après c'était aussi Tintin et Milou, donc Tintin et Milou, les secrets de la licorne. Alors ça, les secrets de la licorne, c'est très fort, ça c'est quelque chose ça marque un enfant. Et après, j'ai pu le vivre, quelque part, j'ai pu vivre ce genre d'aventure. La passion de l'histoire maritime m'est venue assez tardivement, parce qu'au début j'ai plongé, et dans le cadre de la plongée club, on allait sur des épaves, bon, on trouvait ça joli, c'était sympathique. Et après, en 94, j'ai appris qu'il y avait, ou 93 ou 94, j'ai appris qu'il y avait l'épave d'un sous-marin allemand à la pointe de Penmen, donc à l'ouest de l'île de Groix, et ça c'est en face de Doulan, c'est en face de chez moi. Et là, tout d'un coup, je me suis dit, mais c'est fabuleux, il y a un sous-marin allemand qui repose dans moins de 40 mètres d'eau, là, à côté de chez moi, il faut que j'aille le voir. Et là, ça a été le choc. Ça a été le choc parce que, déjà visuel, parce que je m'attendais à trouver un sous-marin entier. Puis non, le sous-marin, déjà, il en manque la moitié avant, elle a explosé, et je savais pas, je connaissais pas la structure des sous-marins à l'époque. Il y a une coque fine et une coque épaisse. Et la coque fine, au bout d'un moment, la corrosion, elle se désagrège, donc il reste plus de la coque épaisse, avec tout ce qui est appareil, tous les tuyauteries, les tringleries, tout ça. Donc j'avais plutôt en face de moi le son de Beaubourg, et j'avais pas du tout l'image que je me faisais d'un sous-marin de la Seconde Guerre mondiale. J'ai écrit à l'ambassade d'Allemagne, à Paris, qui m'a donné quelques contacts en Allemagne, dont
comment dire, des instituts, des archives et puis des musées. Et là, j'ai réussi à retrouver des membres, des survivants du 171. Et là, bon, au début, ça a été épistolaire. Après, j'en ai rencontré d'autres par la suite de visu. Mais ça a été épistolaire. Je suis passionné pour ces hommes. Comme disait Jean-Jacques Antier, un écrivain qui a écrit plusieurs livres sur les sous-mariniers et les sous-marins. Les sous-mariniers, on a affaire à des hommes de fer dans des bateaux d'acier. Les gens sont passionnants, le matériel est passionnant et l'histoire est passionnante, même si à chaque fois, ou très très souvent, ça se finit par un drame. Dans mes derniers ouvrages, j'ai voulu montrer différents destins de sous-marins allemands. Alors on a l'impression d'avoir toujours à faire la même chose. Le sous-marin, il est pareil, il coule des bateaux, il est lui-même coulé. Mais à chaque fois, on a affaire à une histoire différente. J'ai eu l'occasion de rencontrer des intervenants, des gens qui ont vécu cette époque, que ce soit sur l'eau, sous l'eau, dans les airs. Donc il y a un tome 2, on travaille déjà avec l'éditeur sur le tome 2, il y aura un tome 3, un tome 4, toujours sur les sous-marins allemands, parce que bon, ce sont eux qui en ont perdu le plus, ce sont eux qui ont développé le plus aussi le concept de l'arme sous-marine pendant la Seconde Guerre mondiale. Mon but, c'est de passionner le lecteur.